Et bonjour à tous. Et Bonjour à bonjour à tous. tous, Bonjour Jules. bienvenue Johan. Tu es où? À ma droite, à ma gauche, je ne sais pas. Je ne sais J'ai pas. envie de C'est la serrer les folie deux du coudes direct. comme ça. Voilà, non, non, mais c'est incroyable. Bienvenue sur la Alors chaîne bonjour à Potter. tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle capsule de DH qui sera aujourd'hui consacrée au réalisateur américain Wes Anderson. C'est vrai, Réalisateur Johan, qui est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un classique ce live? c'est J'ai un peu déjà, envie de m'amuser. c'est déjà anthologique. C'est déjà C'est déjà, mais anthologique. c'est déjà filmographique en fait. Voilà, tout C'est simplement. formidable. Donc on va peut-être présenter les trois petites parties qu'on va aborder rapidement. Ouais, dans un premier temps, bah déjà on va commencer par une petite présentation de qui est Wes Anderson, son C'est vrai travail, ça. pourquoi il est connu. Ensuite, je ferai une partie où je parlerai un peu des différents éléments qui sont représentatifs de son cinéma. Et ensuite, Jules vous parlera un peu de son rapport avec l'architecture. Exact. Comme ça. Donc ça va se dérouler comme ça. On va interagir avec vous, ça va être super sympa. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un très bon live. Johan, je te laisse la parole. Et bon, merci Jules. Alors déjà, Wes Anderson, qui c'est? C'est un réalisateur américain qui est né en 1969 et à Houston au Texas et qui est connu, qui a réalisé à l'heure actuelle 9 films et qui est surtout connu pour son style visuel très reconnaissable, très marqué. Euh, vous le connaissez peut-être pour des films comme Fantastic Mr. Fox, La famille Tannenbaum ou son plus grand succès, The Grand Budapest Hotel. Et petit à petit, il s'est fait connaître pour avoir une patte graphique et une manière de réaliser très très reconnaissable. Et justement, dans une première partie, on va voir un peu quels sont les éléments qui représentent le plus son cinéma. Donc déjà, dans un premier temps, on peut parler de son cadre. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un réalisateur qui travaille énormément sur le visuel. Et donc le premier élément qui nous saute aux yeux, c'est son cadre. Et avant même de parler de la symétrie, qui est le nerf de la guerre, on peut déjà parler du format qu'il utilise pour ses films. Et quand on prend l'exemple de The Grand Budapest Hotel, qui est son plus gros classique, enfin son plus gros succès, pardon, sorti en 2014, le récit se déroule sur trois époques différentes. Et pour ça, il a utilisé trois cadres différents, trois formats de pellicules différents pour montrer justement les différents formats qui étaient utilisés à ces différentes époques. Donc déjà, il y a un travail sur le cadre, sur le format de l'image. Et évidemment, il y a un fort travail sur la symétrie dans le cadre. Comme on peut le voir sur les images qui s'affichent actuellement. Sur quasiment tous ces plans, on peut tracer une ligne blanche au centre et voir à quel point tous les éléments sont rangés dans le cadre, à quel point il a pris soin de ranger tout à un endroit précis pour qu'il y ait vraiment cette belle symétrie dans le cadre. On le voit là, par exemple sur les images de la vie aquatique avec une ligne blanche qui passe au centre du personnage principal. Et sur tous ces autres cadres, on voit qu'il y a vraiment un travail énorme sur un travail millimétré sur tout ce qui apparaît. Donc Wes Anderson, c'est soit on n'aime pas du tout. C'est parce que c'est vraiment tellement réfléchi que soit on adore directement, comme moi c'est mon cas personnellement, et je pense que c'est ton cas Jules aussi. Ouais, effectivement, et je voulais juste te reprendre sur un petit point, enfin te reprendre, compléter, mais effectivement, cette minutie qu'on retrouve du coup dans le cadre, on le retrouve aussi en fait dans le détail qu'il apporte à ses films en fait. C'est vraiment quelque chose où il va y mettre du cœur et il va aller jusqu'à les moindres petits détails pour rendre un univers cohérent et structuré, voilà, tout simplement. Ouais, Et c'est vrai que c'est un univers qu'on adore tous les deux et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler. ouais, c'est Wes Anderson qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de détails. Ou alors ces détails, il les travaille pour qu'il n'y ait pas de détails, pour créer tout un univers cohérent. Et il travaille aussi énormément sur tout ce qui est zoom, cadre, travelling. C'est vraiment quelque chose qu'il aime énormément. Ce goût pour le cadre, pour la symétrie, peut venir de différentes choses. Je pense que ça vient déjà d'un goût pour un côté un peu maniaque, à mon avis. Parce que quand on regarde ses plans, on se dit que le mec est forcément un peu maniaque dans sa manière de concevoir ses plans. Et ça vient aussi de ses inspirations. Je voulais juste en citer une qui me paraît vraiment importante, c'est celle de Stanley Kubrick, qui lui aussi était connu à son époque pour être quelqu'un qui travaillait énormément sur la symétrie dans le cadre, énormément sur tous les détails. On peut le voir là sur un plan qui est tiré de The Shining, où on voit que le personnage est centré sur l'image, sur la tapisserie. En dessous, on a une image de Full Metal Jacket où on voit les militaires qui sont de part et d'autre du cadre très alignés. À côté, un plan de 2001 d'Odyssée de l'espace où, pareil, on a le personnage qui est tout au centre de l'image. Donc, voilà, ce goût pour la symétrie peut déjà s'expliquer par là. Le deuxième élément représentatif de son cinéma, c'est les couleurs. Car, comme Jules l'a dit, il cherche réellement à créer une cohérence dans ses films, un univers à chacun de ses films.
Et cette cohérence de l'univers passe par le biais des couleurs. Euh, Là, par exemple, on peut voir que pour la vie aquatique, les couleurs dominantes, c'est le bleu et le rouge. Alors le bleu qui déjà symbolise la mer, parce que tout le film se passe autour de l'univers de la mer, des sous-marins. Et l'alliance du bleu et du rouge est là pour rappeler les vêtements que portait souvent le commandant Cousteau, parce que le film est un énorme hommage à tout le travail du commandant Cousteau. Donc voilà, c'est encore dans cette logique de créer un univers cohérent. Il reprend des couleurs qui sont déjà utilisées autre part pour étayer son univers. Et c'est aussi le cas dans Moonrise Kingdom, parce que la couleur prédominante dans ce film, c'est le vert, parce que le film se passe chez les scouts, et il y a vraiment un rapport avec la nature tout au long du film. Et donc il a utilisé ce vert pour rappeler vraiment ce côté nature. Et, et il a même utilisé un grain d'image et même des couleurs assez pastel, parce que le film se passe sur une île fictive dans les années 60. Donc vraiment pour créer ce côté un peu ancien, il a utilisé un grain de pellicule assez particulier et des couleurs pastel. Donc toutes ces couleurs elles permettent de donner une cohérence à son univers, quoi. Effectivement, Johan. Et je voulais juste rajouter un petit point pour dire qu'en fait, il va, dans certains films évidemment, carrément saturer ses couleurs pour leur donner une place vraiment importante, leur donner un rôle de structure dans l'image et vraiment faire ressortir en fait leur valeur et ce qu'il veut retranscrire à travers ces images. Il cherche à avoir une image colorée et vraiment quelque chose d'assez esthétique dans cette optique-là. Totalement. J'aurais pas dit mieux, c'est formidable. Un autre élément qui est vraiment représentatif de son cinéma, c'est son rapport avec la famille. C'est un thème qui traite dans quasiment tous ses films et qui est vraiment central dans sa manière de concevoir son œuvre. Il y a toujours un rapport à la filiation, un rapport fort entre les personnages. C'est pour ça qu'il aime faire des films où il y a énormément de personnages qui interagissent pour vraiment qu'on ait ce côté filiation entre tous ces personnages. Et à chaque fois, il va parler un peu de personnages qui sont dans une période compliquée avec leur famille ou bien qui vont s'en créer une de substitution. Quand on prend l'exemple de The Darjeeling Limited, on raconte l'histoire de 3 frères qui ne se sont pas vus depuis l'enterrement de leur père et qui font un peu leur vie chacun de leur côté et qui font une retraite spirituelle en Inde pour essayer de se retrouver, essayer de rebâtir un lien fort entre eux. Et donc voilà, on voit vraiment ce rapport à la famille. Dans la vie aquatique, ça va être l'histoire d'un commandant qui a une période compliquée avec sa femme et qui va découvrir qu'il a un fils caché. Donc on voit encore ce rapport avec la famille. Et encore dans Moonrise Kingdom, ça va être l'histoire de 2 adolescents qui, pareil, l'une a du mal avec sa famille, l'autre est orphelin et passe de famille d'accueil en famille d'accueil, mais n'arrive pas à trouver une famille qui lui correspond. Et ils vont vivre une histoire d'amour parce qu'ils vont essayer de s'enfuir justement de leur famille. Donc il y a toujours ce côté, ce fort rapport avec la famille, des gens qui sont liés, qui essayent de se retrouver. Et justement pour créer ce côté familial, un des éléments qui permet de retrouver ce côté familial, c'est le fait que Wes Anderson a l'habitude de travailler toujours avec la même équipe, toujours avec les mêmes acteurs. Au fil de ses films, il s'est vraiment créé une troupe un peu d'acteurs avec lesquels il fait tout. L'exemple le plus marquant, c'est Bill Murray, qui apparaît dans quasiment tous ses films. Je crois qu'il apparaît dans 8 films sur 9. Et il y en a d'autres. On peut citer Adrian Brody, Owen Wilson, encore Jason Schwartzman, qui apparaissent vraiment dans quasiment tous ses films. Et du coup, il y a vraiment ce côté un peu cocon, ce côté familial. On se retrouve dans ces films avec des acteurs qu'on a déjà vus autre part. Et du coup, ça crée une cohérence globale à son univers. Et même si ces acteurs, on les a déjà vus, on les voit toujours dans des situations différentes, dans des positions différentes, dans des rôles différents. Et ça fait que même s'ils utilisent toujours la même équipe, ils les utilisent de manière différente. Et ce qui crée que ces films ont chacun leur univers et sont tous uniques. Et au final, le dernier point dont j'avais envie de parler, et que je le développerai un peu plus d'ailleurs après, c'est tout son travail sur le stop motion. Parce que il a réalisé à l'heure actuelle 2 films en stop motion. Alors, Johan, je voudrais un petit peu te couper. Ce serait peut-être intéressant d'expliquer qu'est-ce que le stop motion pour ceux qui ne le savent pas.
Vas-y, je te laisse, que t'as l'air. Ah, tu me laisses? Ok, Je bah sais que tu t'y connais. Je sais que tu t'y connais. alors, je m'y connais, évidemment. Je vais donner une définition simple du stop motion, évidemment. Le stop motion, en fait, c'est le fait de réaliser donc un film ou un court métrage, mais basé uniquement, du coup, sur l'animation de personnages, photo après photo. Vous savez qu'un film, c'est-à-dire d'un standard normal, comporte 24 images par seconde. Donc, pour animer une seconde, il faut prendre 24 fois la photo du personnage qui, à chaque fois, bouge un petit peu. Donc, je peux très bien faire l'exemple à la caméra. Une photo, deux photos, trois photos, etc. pour finalement donner un mouvement fluide et cohérent. C'est ça les LFDH, c'est des explications, des exemples en direct. Alors écoutez, j'ai fait le Cirque du Soleil, évidemment, il y a ça 2 ans, je n'ai pas envie d'en parler. Retrouver Jules tous les soirs pour son nouveau spectacle. Bref. Donc oui, il a réalisé à l'heure actuelle 2 films en stop motion, à savoir Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens, sortis il y a 2 ans maintenant. Et je pense que c'est le style de réalisation qui colle le plus à son style visuel, parce que c'est une manière de réaliser avec laquelle il va pouvoir maîtriser tout ce qui se passe dans son cadre, pouvoir recréer tout son univers à petite échelle. Et il est vraiment fan du fait de contrôler un peu l'espace plutôt que d'être soumis un peu à un espace. Il préfère recréer son espace, recréer tout un univers. Et c'est pour ça que le stop motion, c'est un style qui lui correspond parfaitement, parce que c'est un style qui demande énormément de recherche visuelle, qui demande énormément de travail sur les détails. Et du coup, je pense que c'est ce qui lui correspond le plus. Mais Jules va développer ça justement. Effectivement, alors il y a Johan qui parlait évidemment de créativité visuelle, de recherche dans les plans. Alors finalement, vous allez me dire, mais pourquoi on fait cela en fait? Où est la notion d'architecture? Où sont les plans? Où sont les coupes? Vous êtes perdu, je sens que vous êtes perdu sur le chat, évidemment, c'est normal. Et je vais vous éclaircir, hein. Évidemment, je vais utiliser ma lanterne du savoir, ou en tout cas la flamme qui me reste pour vous éclaircir, parce que Wes Anderson, figurez-vous qu'il n'a pas vocation à être architecte, hein. C'est avant tout un cinéaste, un passionné de cinéma, un passionné d'image, mais il n'a pas vocation à être architecte, hein. Il ne veut pas faire de l'architecture, ce n'est pas sa vocation, mais dans ses films, comme on va le voir, il détourne les codes et les aspects de l'architecture et les intègre à sa mise en scène, hein. C'est-à-dire qu'il va utiliser les codes de représentation que l'on a nous, qui sont propres à notre métier, pour les détourner justement au profit de sa mise en scène, au profit de son cadrage, au profit de son organisation spatiale. Comme il le dit lui-même d'ailleurs, les métiers de réalisateur et d'architecte ne sont pas si loin que ça. Un réalisateur se dit en anglais director, hein, si évidemment mon Erasmus à Cambridge n'a pas été inutile, ça se dit bien. Ouais, effectivement, ça se dit bien director. Et ça rappelle justement en fait ce rôle que peut avoir l'architecte, ce rôle de chef d'orchestre, qui va mener à la baguette tout un collectif, tout un petit troupeau d'individus. Un troupeau, évidemment, ce n'est pas péjoratif, c'est pour signifier une masse quand même assez importante, et qui va comme ça œuvrer dans la réalisation d'un projet, d'une œuvre d'art. Et donc, c'est vraiment 2 métiers qui peuvent se mettre en relation, hein, évidemment. Et donc, pourquoi l'utilisation de docs, justement, architecturaux est intéressant dans la réalisation de son cinéma? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, déjà, c'est très intéressant parce que quand on va réaliser quelque chose, on ne va pas, en fait, dessiner du réel. C'est-à-dire que ce qu'on représente sur nos documents graphiques, ce n'est pas la réalité, en fait. C'est une intention qu'on tente à porter, c'est une ambiance qu'on veut apporter. Quand on fait une élévation, une coupe, un plan, on représente les ombres, les textures, c'est avant tout une intention. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que lui, il va détourner ça au profit d'une organisation visuelle et d'une organisation spatiale. Par exemple, le B.A.B.A., enfin le B.A.B.A., mais le rendu le plus connu en architecture, c'est évidemment la maquette, hein. La maquette, c'est ce qui parle le plus, c'est ce qui parle au spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît rien en architecture, on lui donne une maquette et il comprend. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un petit bonhomme, une échelle, tout ça, il comprend l'échelle et il comprend le projet et il peut l'appréhender. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de domination. Le spectateur domine la maquette, vu qu'elle a une échelle plus réduite, il appréhende l'espace qu'elle occupe et il le comprend. Évidemment, quand vous êtes allé voir la maquette de Paris Rive Gauche, là, dans la maison des projets, vous avez tout de suite ce sentiment de domination, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus de la ville, vous voyez la ville, vous la comprenez en un regard, et vous avez cette aisance.
eh bien, cette utilisation de la maquette, comme on en parlait justement dans les films d'animation, est très important parce que le spectateur va faire le lien justement entre cette domination visuelle et le fait que ce soit une maquette. C'est-à-dire qu'il va voir la maquette à l'écran, il va comprendre que c'est une maquette, et il va tout de suite interpréter qu'en fait, il domine l'espace. Et que ce qu'on lui montre, en fait, c'est l'espace qui domine. Et c'est l'espace qu'il a besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne lui cache rien. Et cette notion va être assez importante dans l'analyse des films que je vais faire juste après. D'ailleurs, si je peux rajouter un petit truc. Dis-moi, vas-y. C'est que justement, ça permet de rester dans cet univers qui est assez fou, parce que ces films ont un univers qui est vraiment, qui sont des univers qui sont pas du tout réalistes et pas du tout vrais. Quand on regarde ces films, c'est pas des histoires qui auraient réellement pu se passer. Justement, le fait d'utiliser des maquettes et une représentation assez éloignée de la réalité, ça permet de rajouter un côté un peu délirant à ces films, je pense. Alors, est-ce que Johan, tu peux parler encore une petite minute le temps que j'aille allumer ma lumière parce qu'il fait un petit peu sombre? Et oui, vous êtes actuellement sur le live de DH, on est en direct, il est 19h22. Et effectivement, le premier exemple que je vais donner, donc qui est en fait un exemple assez concret en fait de ma petite introduction, c'est La vie aquatique, hein, réalisé il me semble en 2004 par ce dernier et qui représente très bien justement cette utilisation des codes architecturaux. Alors pourquoi il l'utilise très bien? Eh bien tout simplement parce que pour les bienfaits de la réalisation du film, c'est-à-dire que bon, si je vous fais un résumé rapide du film, en gros, il y a un explorateur qui doit aller dans les fonds marins. Je ne vous spoil pas le film, mais en gros, la majorité du film se déroule dans un sous-marin. Et l'astuce de réalisation qu'il va faire, c'est qu'il va reproduire une maquette à l'échelle 1 du sous-marin, où il va y introduire les pièces de vie dans une coupe. C'est-à-dire que ça va être une maquette coupée du sous-marin, et il va y introduire les pièces de vie et les imbriquer, en fait, comme on pourrait retrouver dans des organes vitaux d'un être humain. Et en fait, là où il est intelligent, c'est que cette coupe n'est pas une coupe réaliste, ce n'est pas une coupe de la représentation stricte de la structure d'un sous-marin, c'est justement la représentation de l'organisation du sous-marin, comme pour qu'en fait le spectateur puisse facilement se l'imaginer et se placer spatialement. Donc là, il utilise encore une fois les codes architecturaux au profit de sa réalisation et au profit aussi de la compréhension du spectateur. Et c'est ça qui est très intéressant. Grâce à ça, le spectateur a du recul, a une vision plus claire de la chose et comprend beaucoup mieux spatialement comment va se dérouler le film et comment vont interagir les différentes pièces de vie. Et alors, on peut retrouver justement cette petite astuce justement de l'utilisation un petit peu des codes architecturaux dans le prochain film, hein, qui est tout simplement The Darjeeling... Est-ce que je peux te couper juste vite fait? Coupe-moi, vas-y, je t'en prie. Je te coupe. Parce que justement, ce côté coupe et cette utilisation du sous-marin, il y a un autre moment dans le film, alors on n'a pas d'image là, mais il me semble qu'il y a un autre moment dans le film où il le fait, où tu vois deux personnages, un qui essaye de se barrer et l'autre qui essaie de le rattraper pour lui parler. Effectivement, en fait, tu les vois évoluer dans le sous-marin et en fait, la caméra les suit, en fait, elle passe à travers les murs et tu vois vraiment comme si, tu vois vraiment les personnages se déplacer dans tout le sous-marin et ça rejoint un peu cette idée-là, quoi. Effectivement, ce petit passage de scène, c'est totalement au profit en fait de l'organisation et justement, en fait, cette maquette a été réalisée pour ça, tu vois, pour des scènes comme ça et donc. Et donc ça présente à la fois tout le génie de la mise en scène d'Anderson, sans vouloir faire du favoritisme, hein, évidemment. Donc le prochain film, c'est bon. Le prochain film du coup que je vais traiter, c'est The Darjeeling Limited. Et là où c'est assez astucieux, c'est tout le travelling en fait qui va avoir lieu sur l'extérieur du train. C'est-à-dire qu'on va avoir un semblant d'élévation donc sur l'extérieur du train qui peut être comparable en fait justement au travelling du Belafonte qui est le sous-marin de la vie aquatique. Mais là où c'est très important, c'est que le train n'est pas une maquette. Attention, c'est-à-dire que le sous-marin était une maquette, le train n'est pas une maquette. Et c'est là où c'est très important. Il faut savoir que pour avoir produit le film The Darjeeling Limited, Anderson a explicitement demandé justement de tourner dans un vrai train, c'est-à-dire avec 10 wagons, une locomotive et toutes les contraintes que ça engendre. Et pour cela, en fait, c'est donc à réaliser quand même la mise en scène incroyable de ce film. Mais pour cela, en fait, quand il va réaliser justement ce travelling extérieur, eh bien, on va avoir justement ces moments de vie, c'est-à-dire ces pièces comme on peut retrouver dans le sous-marin Belafonte. Mais la chose très importante, c'est qu'il se fait à l'extérieur du train. Du coup, il va y avoir les hublots qui vont servir en fait de
de trous pour voir. Enfin, c'est logique en fait ce que je dis. C'est-à-dire que les fenêtres vont servir pour voir. Mais c'est très important parce que du coup, le spectateur n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout ce qui se passe dans la pièce. Et à la différence de la maquette, il a une partie cachée, donc qui est par la tôle externe du train en fait, ce qui est assez logique. Mais c'est là où c'est très important en fait, entre les deux langages, entre le réel et la maquette. Et donc ça, c'est très important. Alors, on peut voir aussi qu'il y a eu tout un travail graphique sur The Darjeeling Limited. Donc, on peut voir les planches qui ont été réalisées spécialement pour le film, hein, donc qui en fait ressemblent vraiment à des vraies planches architecturales avec des élévations, des coupes, des perces sur l'ambiance et sur l'esthétique que veut rendre le film. Et je trouvais très intéressant de vous le montrer parce que c'est quand même un beau travail et c'est un travail conséquent. Le prochain film... Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai oublié un tout petit point. Il est intéressant aussi de parler de son travail qu'il a fait sur le film Come Together, donc un petit film d'animation rapide, donc qui normalement est juste en bas de moi. Et donc dans ce film Come Together, donc qui a une collaboration entre Wes Anderson et la marque H&M, il va y avoir justement un travelling similaire à ce qu'on a pu voir dans The Darjeeling Limited, où justement il va passer de hublot en hublot, décrivant ainsi chaque petite pièce de vie et chaque ambiance du train, pour finalement revenir à la case où il y a le contrôleur qui passe l'appel. Et donc je trouvais ça intéressant en fait qu'il ait réutilisé un petit peu cette gimmick et cette petite astuce de mise en scène à travers ce film-là, qui l'évoque très bien aussi. Donc on parlait justement, Johan parlait justement de films d'animation et de stop motion, ouais. Évidemment, et on va parler donc de ces deux films, donc The Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens ou Isle of Dog, comme vous voulez, vous prenez celui que vous voulez. Et donc ça va être très intéressant parce que c'est pas du tout le même travail. Sur le Fantastic Mr. Fox, il y a un travail qui est très intéressant sur la coupe et sur le plein et le vide. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que dans Fantastic Mr. Fox, il y a Fox, qui veut dire renard, évidemment, en anglais. Encore une fois, et donc, qui dit sur ce live. On le répète, hein. Et encore une fois, qui dit renard, dit terrier. Et il va y avoir un rapport très intéressant entre ce qu'il y a sous le sol et ce qu'il y a sur le sol, entre le plancher des vaches et le dessous de la terre. Et du coup, dans toute cette mise en scène où justement Fantastic Mr. Fox va creuser des tunnels pour ressortir à l'extérieur et il va y avoir un jeu de niveau, le spectateur, lui, va avoir une vue en coupe de ces scènes et va avoir une vue omnisciente en fait. Et encore une fois, c'est là où je rappelle l'importance de la maquette et l'importance justement de la vue omnisciente pour le spectateur à travers la maquette. C'est là encore une fois où ça fait écho. Et donc du coup, il va y avoir tout ce jeu entre l'ambiance qu'il y a au-dessus, les tunnels, et un petit peu cet aspect claustrophobique, parce que, on le rappelle, dans le film, Fantastic Mr. Fox doit fuir des fermiers à qui il a déclaré la guerre, donc il y a un petit peu un schéma de tension, évidemment, dans le film, et c'est ça que veut retranscrire Anderson à travers justement ce jeu de plein vide, ce jeu de niveau, et ce jeu justement de contraste d'ambiance entre l'intérieur et l'extérieur. Le deuxième film d'animation sur lequel il travaillait, donc qui est L'île aux chiens, est beaucoup plus intéressant. Alors, quand je dis beaucoup plus intéressant, ce n'est pas du tout au même niveau, c'est-à-dire que ça ne travaille pas la coupe en soi, mais c'est sur les références qu'il est utilisé. Effectivement, il faut savoir que L'île aux chiens, en fait, est un véritable travail d'urbanisme et une véritable analyse de l'urbanisme au Japon dans les années 60. Et ça, on ne se rend pas compte quand on le dit, mais je vous le dis, vous pouvez me croire. Il faut savoir qu'en gros, il y a deux lieux majeurs dans le film. Donc il y a Megazaki, hein, qui est un jeu de mots de Nagasaki, et il y a Trash Island, donc qui est la déchetterie dans laquelle le protagoniste est envoyé. Alors il faut savoir que à travers du coup ce film, il y a déjà la volonté en fait de tout créer, c'est-à-dire que tous les décors ont été faits main évidemment. Si vous vous renseignez un petit peu sur le film, vous allez voir que c'est un travail totalement colossal. Et ça rappelle un petit peu cette main invisible, cette main qui veut tout contrôler, qui veut tout ajuster dans les détails, un petit peu une main créatrice, la main constructrice de l'architecte, un désir un petit peu manipulateur du marionnettiste, l'art de placer les détails signifiant du peintre. Enfin, on a vraiment tout ce rapport aux détails et au perfectionnisme en fait qu'on peut retrouver chez un architecte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est par exemple la création de la ville Megazaki, donc qui en fait est inspirée
de l'esthétisme en fait du Japon dans les années 50. Donc en fait, ça se base sur plusieurs choses. Ça se base principalement sur le mouvement métaboliste. Le mouvement métaboliste en fait, qui est un mouvement qui se base sur, sur les mégastructures. Donc c'est une architecture d'après-guerre. C'est un mouvement qui met en rapport les mégastructures avec le principe biologique de la croissance. Et celui qui en est un peu le porte-étendard, c'est Kenzo, attendez que je retrouve son nom, Kenzo Tange. Et il faut savoir que en fait, tout son travail d'urbanisme dans les années 60 jusqu'aux années 80 en fait, va être repris par les concepteurs de films et va être mixé avec justement tout l'urbanisme actuel japonais, notamment dans les villes comme Tokyo et Kyoto. Et d'ailleurs, le réalisateur le dit lui-même, plusieurs scènes de films, donc comme des bars, ont été inspirées du quartier de Golden Gai, donc un Golden Gai qui se trouve à Tokyo et qui ont été repris pour le film. Là, ce qui est aussi très intéressant dans ce film, c'est ce niveau de détail et ce niveau de lecture de l'image. Erika Dorn, donc celle qui s'occupait de la conception graphique de l'île aux chiens, a dit que, pour la petite anecdote, elle avait travaillé pendant 2 semaines d'essai. Et pendant ces 2 semaines d'essai, en fait, il lui avait demandé de faire les étiquettes de bouteilles de saké qu'on trouvait à l'arrière-plan d'une scène. Et alors elle expliquait que rien que pour ça, en fait, il fallait créer des étiquettes qui soient ni trop complexes, ni trop simples, pour donner à la fois une belle lecture du champ et à la fois ne pas faire un fouillis visuel. Donc c'est pour montrer un petit peu la détermination qu'avait Anderson, justement, d'avoir vraiment un univers riche et cohérent. Et un souci du détail très prononcé. Effectivement. On pourra aussi noter qu'il pour ses inspirations, il s'est vachement inspiré des films de Kurosawa. Donc de la représentation en fait qu'il avait du Japon, en fait c'est un peu le Japon d'après-guerre, le Japon industriel dans les films de Kurosawa. Alors on peut en citer comme par exemple Le Chien enragé, entre le ciel et l'enfer, ou encore ou encore Les salauds dorment en paix. Voilà, je cherchais mes petites notes, je les ai trouvées. Et pour finir, on va parler un petit peu de son best-seller. Évidemment, The Grand Budapest Hotel, le grand classique, celui où on est au plus proche en fait de l'architecture qu'on connaît, celui vraiment c'est vraiment le film où il va vraiment lui-même mettre un pied dans l'architecture concrètement. Alors, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Wes Anderson va vraiment s'impliquer dans un travail de recherche nécessaire à l'architecture et à la création de son univers. Par exemple, le Grand Budapest Hotel, donc qui est un peu l'instance principale du film, est inspiré de plusieurs palaces, notamment le Palace Bristol, le Grand Hotel Pup, qui est le même utilisé dans Casino Royale de Martin Campbell, donc situé à Karlovy Vary. Karlovy Vary, je reviendrai un petit peu après parce qu'il y a des anecdotes marrantes sur cette ville. Le Grand Hôtel Geller à Budapest en Hongrie et d'autres hôtels européens d'époque qu'il ne cite pas parce que bon, sinon la liste serait vraiment non exhaustive et un petit peu chiante. Pour revenir sur Karlovy Vary, il faut savoir que donc, c'est une ville au pied des collines qui a énormément inspiré Wes Anderson, mais donc inspiré par ses couleurs, par sa représentation, par son ambiance. Mais Wes Anderson, plus perfectionniste que jamais, a dit non, je n'en veux pas, il y a des trucs qui vont pas là-dedans, et du coup il a recréé une maquette de cette petite bourgade pour la voir justement exactement comme il voulait, selon son regard, et c'est très important pour Wes Anderson d'avoir exactement ce qu'il veut à l'écran. Il est aussi important de préciser qu'il n'est pas, ce n'est pas la seule chose qu'il a réalisée évidemment en maquette. Il y a donc l'hôtel, donc on peut voir ici les plans de l'hôtel avec tous les dessins préparatoires qu'il a fait pour le film. L'observatoire, on peut voir aussi les dessins. La réserve de la boutique Mendels, donc si vous vous souvenez, le film Mendels, c'est les petits gâteaux qu'on voit. Le funiculaire, donc le funiculaire, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit train qui monte là en diagonale et qui est très mignon. Ou encore le coffre-fort. Il faut savoir qu'évidemment, il fallait un rapport spatial pour le Grand Budapest Hotel cohérent entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont tourné l'intérieur des scènes, donc toutes les scènes dans le hall d'entrée, dans le Görlitz Department Store, donc Görlitz en Allemagne, qui est en fait un grand magasin allemand Jugendstile, qui est équivalent à l'Art Nouveau en Allemagne, datant du 19e siècle. Et si vous faites attention, en fait, qui est muni d'une grande baie vitrée tout en haut. Il a été construit en 1913 par un architecte autrichien. Je ne vous dis pas son nom, c'est trop compliqué.
Je ne m'aventurerai pas là-dedans. Ce n'est pas mon La pâtisserie Mendels, elle, est une inspiration entre une pâtisserie emblématique de Vienne et un mélange avec une crèmerie allemande située à Dresden, formée en 1892, et tandis que la prison du film est inspirée du Kriebensteins-Castle et du Osterstein-Castle. Voilà. Donc évidemment, ces noms ne vous disent rien, c'est normal. Ces deux châteaux allemands. Il faut savoir que tout le film a été tourné en Allemagne, pour le coup, réduisant ainsi les coûts pour l'équipe. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Eh bien on peut dire que quand même Wes Anderson n'est pas un réalisateur comme les autres. Non, en effet, quand un réalisateur... Ah, il est bien plus que ça. Quand un réalisateur, lui, ira chercher justement... ira chercher des images ou des décors pour ses films, lui, Wes Anderson, prendra la marche à l'envers et dira non. Moi, je veux que les décors viennent se poser devant ma caméra. Ma caméra ne bouge pas et je pose mes décors. Et mes personnages se déplacent à l'intérieur de mes décors et je n'ai pas besoin de bouger ma caméra. Et c'est très intéressant, hein, parce que du coup, il crée complètement un univers, il a donc une démarche totalement artistique, créative, il doit faire un effort supplémentaire par rapport aux autres en créant quelque chose de cohérent, coloré, à la fois original et vraiment exotique pour le coup, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Et à défaut de faire de l'architecture, il a inspiré pas mal d'architectes d'intérieur, évidemment, c'est là la chose assez ironique, et donc beaucoup d'architectes d'intérieur se sont inspirés de ces travaux pour réaliser du coup leurs intérieurs. Voilà. Justement, ce côté, tout cet univers si particulier, ça vient du fait qu'il est totalement indépendant et il est dans un système de production totalement indépendant et donc il a une liberté totale sur ses œuvres et sur ce qu'il va en faire. Exactement. Bah écoutez, si vous avez des questions, donc là évidemment la petite rubrique sur Wes Anderson est terminée. Hein. Et oui, c'est déjà fini. Je sais que vous êtes en pleurs dans le chat, mais c'est déjà fini. C'est un peu la dépression là, mais voilà. Moi j'ai beaucoup aimé parler de ça parce que c'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime énormément. Toi, c'était quoi le premier film que tu as vu de lui, Jules? Fantastic Mr. Fox, je me souviens, je l'ai vu au petit cinéma de ma ville et avec l'école, hein, tout simplement, et ça m'avait énormément plu. C'est beau ça. Ça fait des beaux souvenirs, ça, c'est magnifique.